Les meurtres de Keddie sont un quadruple homicide non résolu qui s'est produit dans la nuit du 11 au 12 avril 1981 à Keddie, en Californie, aux États-Unis. Les victimes étaient Glenna Susan Sharp, sa fille Tina Louise Sharp, son fils John Stephen Sharp et Dan Hall Wingate, un ami de John. Les corps de Wingate, Sue et John Sharp ont été découverts le matin du 12 avril par Sheila, la fille de Sue âgée de 14 ans, qui passait la nuit chez une amie. Les deux fils cadets de Sue, Rick et Greg, ainsi que leur ami Justin Smart, se trouvaient également dans la maison mais n'ont pas été blessés. Tina n'a pas été retrouvée sur les lieux. Tina a été portée disparue jusqu'en avril 1984, date à laquelle son crâne et plusieurs autres ossements ont été découverts au camp 18 en Californie, près de Cedar Falls dans le comté de Butte. Au fil des ans, de nombreuses pistes et suspects ont été envisagés, mais aucune accusation n'a été portée. Plusieurs nouvelles pistes ont été annoncées au XXIe siècle, notamment la découverte d'un marteau dans un étang en 2016 et la découverte de nouvelles preuves ADN. En juillet 1979, Glenna Susan Sue Sharp, née Davis, née le 29 mars 1945 à Springfield, Massachusetts, ainsi que ses 5 enfants, quittent leur domicile du Connecticut. Après avoir divorcé de son mari James Sharp, ils se sont installés dans le nord de la Californie, où vivait Don, le frère de Sue. Après avoir cherché des solutions de relogement, Glenna a choisi la petite ville de Keddie, dans les montagnes de la Sierra Nevada. En 2010, il n'y avait que 66 personnes qui y vivaient, et à peine plus avant. Toutes les familles locales se connaissaient bien, et pour Glenna et ses enfants, cet endroit aurait dû être le début d'une nouvelle vie heureuse. Mais au lieu de cela, 3 membres de la famille Sharp y trouvèrent une mort atroce, et ce meurtre non élucidé, appelé le meurtre de Keddie, reste l'événement le plus célèbre de la colonie. À son arrivée en Californie, elle loue une petite caravane, précédemment occupée par son frère, au Claremont Trailer Village à Quincy. À l'automne suivant, elle s'installe dans la maison numéro 28 de la ville rurale de Keddie, située dans la Sierra Nevada et desservie par le chemin de fer. La maison était beaucoup plus grande que la caravane et s'est libérée lorsque le shérif du comté de Plumas, Sylvester Douglas Thomas, a quitté la propriété. Elle y vit avec son fils John, âgé de 15 ans, sa fille Sheila, 14 ans, sa fille Tina, 12 ans, et ses 2 fils cadets, Rick, 10 ans, et Greg, 5 ans. La famille a commencé à s'installer progressivement dans son nouveau lieu de vie. Glenna a fait la connaissance des voisins et ils ont développé une bonne relation. Le 11 avril 1981, vers 11h30, Sue, Sheila et Greg quittent la maison de leurs amis, la famille Smix, pour aller chercher Rick, qui participe à des essais de baseball au Gansner Field de Quincy. Ils ont rencontré John et sa petite amie Dana Hall Wingate, née le 8 février 1964, faisant de l'autostop à l'embouchure du canyon entre Quincy et Keddie, et les ont conduits sur environ 9,7 km jusqu'à Keddie. 2 heures plus tard, vers 15h30, John et Dana sont retournés en autostop à Quincy où ils avaient peut-être prévu de rendre visite à des amis. À peu près à la même heure, les garçons ont été vus dans le centre-ville. Ce soir-là, Sheila avait prévu de passer la nuit avec la famille Seabolt, qui vivait dans la maison voisine, numéro 27, tandis que Sue restait à la maison avec Rick, Greg et le jeune ami des garçons, Justin Smart. Sheila a quitté la maison numéro 28 peu après 20h pour passer la nuit chez les Seabolt. Vers 8h du matin, le 12 avril, Sheila est retournée à la maison numéro 28 et a découvert les corps de Sue, John et Dan dans le salon de la maison. Toute la maison était couverte de sang, et dans ce sang gisaient les cadavres de sa mère, de son frère John et de son ami Dane.
Ils avaient de tous été ligotés avec du ruban adhésif, des fils provenant d'une rallonge électrique et d'une lampe de la chambre des filles, brutalement battus, puis poignardés avec 2 couteaux et matraqués avec un marteau. Les armes du crime ont été retrouvées sur la scène de crime. Rick, Greg et Justine étaient vivants dans la pièce voisine, mais Tina, 12 ans, ne figurait ni parmi les morts, ni parmi les survivants. En découvrant la scène, Sheila s'est précipitée chez les Seabolt, et Jamie Seabolt a fait passer Rick, Greg et Justine par la fenêtre de la chambre. Il admettra plus tard qu'il est entré brièvement dans la maison par la porte arrière pour voir s'il y avait des survivants, risquant ainsi d'altérer les preuves. Les meurtres de Sue, John et Dan ont été particulièrement brutaux, 2 couteaux ensanglantés et un marteau ayant été retrouvés sur les lieux. Des traces de sang à l'intérieur de la maison indiquent que tous les meurtres ont eu lieu dans le salon. Sue a été retrouvée allongée sur le côté, à côté du canapé du salon, nue sous la ceinture, la bouche bâillonnée avec un bandana bleu et ses propres sous-vêtements attachés avec du sparadrap. Elle avait été poignardée à la poitrine et sa gorge avait été tranchée horizontalement, la blessure avait traversé son larynx et effleuré sa colonne vertébrale, et il y avait une empreinte sur le côté de sa tête qui correspondait à la crosse d'une carabine à air comprimé Daisy 880 Powerline. John a été égorgé. Dan présentait de multiples blessures à la tête et a été étranglé manuellement jusqu'à ce que mort s'ensuive. John et Dan ont subi un traumatisme crânien dû à un ou plusieurs marteaux. L'autopsie a révélé que Sue et John sont morts de coups de couteau et de traumatismes contondants et que Dan est mort par suffocation. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a admis qu'elle n'avait jamais vu un meurtre aussi brutal. La femme et les adolescents avaient été torturés avec un couteau avant d'être tués, et avec une telle fureur que même les murs et les meubles étaient éclaboussés de sang. John a été frappé à la tête, puis égorgé, tandis que son ami Dane était allongé à côté de lui, et avait, comme John, les chevilles attachées avec du fil de fer. Son ami Dane était allongé à côté de lui, et avait, comme John, les chevilles attachées avec du fil de fer et les pieds attachés aux jambes de John avec du ruban adhésif. Il avait une profonde entaille à la tête due à un coup violent, mais il est mort d'asphyxie. Glenna Sue a été déshabillée presque entièrement et sa bouche a été bâillonnée avec ses propres sous-vêtements et recouverte de sparadrap. Les blessures qu'elle portait au bras montraient clairement qu'elle avait tenté de se défendre, mais elle est morte de coups de marteau et d'entailles à la gorge. Il n'y avait littéralement aucun endroit vivant sur son corps. Les rideaux de la maison ont été tirés sur les fenêtres, le téléphone a été arraché de la table de nuit et des traces de sang ont été trouvées jusque dans les chaussures des victimes. La jeune fille disparue, Tina, n'a jamais été retrouvée, et on ignore ce qu'elle est devenue. L'opinion publique s'est indignée et a rejeté le fait que les enfants survivants dormaient apparemment à poing fermé dans la pièce voisine, pendant que leur mère, leur frère et sa petite amie étaient brutalement torturés et assassinés à travers un mur mince. Aucun des habitants des maisons voisines n'a vu ou entendu quoi que ce soit cette nuit-là. Aucun cri ou autre bruit. Sheila, qui se trouvait dans la maison voisine de son ami, n'a rien entendu non plus. Les victimes ont été torturées et tuées en l'espace d'1 heure, pas moins. Le motif des meurtres est resté flou jusqu'à la fin. Il ne s'agissait pas d'une attaque pour viol ou vol. La police pensait que la cible principale était Glenna Sharp et qu'il s'agissait peut-être de la venger de quelque chose. Le meurtre de son fils John sous ses yeux, Dane a été tué davantage en tant que témoin, et l'enlèvement de Tina en sont des preuves indirectes. Cependant, la raison pour laquelle les justiciers n'ont pas touché aux plus jeunes enfants dans l'autre pièce reste inconnue. Sheila et la famille Seabolt, avec laquelle Sheila a passé la nuit dans une maison voisine, n'ont entendu aucun bruit pendant la nuit. Le couple habitant la maison voisine Nerero 16 a été réveillé à 1h15 par ce qui ressemblait à un cri étouffé. Martin Smart,
voisin et principal suspect, a affirmé qu'un marteau-piqueur avait inexplicablement disparu de sa maison. Outre les Smart, les inspecteurs ont interrogé de nombreux autres habitants et voisins du quartier. Certains, dont des membres de la famille Seabolt, se sont souvenus avoir vu une camionnette verte garée devant la maison des Sharp vers 21h ce soir-là. Des croquis originaux des deux suspects, basés sur le témoignage de Justin, qui a affirmé avoir été témoin des crimes. Justin a raconté des histoires contradictoires sur cette soirée et a affirmé avoir rêvé les détails des meurtres. Dans son récit ultérieur des événements, raconté sous hypnose, il a affirmé avoir vu Sue avec deux hommes. Sur la base des descriptions de Justin, les croquis des deux inconnus ont été réalisés par Harlan Humphrey, un homme qui n'avait aucune compétence artistique et aucune formation en matière de croquis médico-légal. Il n'a jamais été expliqué pourquoi, alors que le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation, FBI, avaient accès aux meilleurs experts en criminalistique, les forces de l'ordre ont décidé de faire appel à un amateur qui se portait parfois volontaire pour aider la police locale. Les communiqués de presse accompagnant les portraits robots décrivent les suspects comme étant âgés de 20 à 30 ans. L'un mesurait entre 1,80 m et 1,88 m et avait les cheveux blonds foncés, et l'autre mesurait entre 1,68 m et 1,78 m, 1,78 cm et avait les cheveux noirs et gras. Tous deux portaient des lunettes de soleil à monture dorée. Les invités ne sont pas autorisés à voir les pièces jointes. Les rumeurs selon lesquelles les crimes étaient rituels ou motivés par le trafic de drogue ont été réfutées par le shérif du comté de Plumas, Doug Thomas, qui a déclaré une semaine après les meurtres qu'aucun attirail de drogue ni aucune drogue illégale n'avait été trouvé dans la maison. Récupération des restes de Tina Sharp. La disparition de Tina a d'abord fait l'objet d'une enquête du FBI sur un possible enlèvement. Mais le 29 avril 1981, on a appris que le FBI avait abandonné les recherches parce que le ministère de la Justice de Californie faisait un travail adéquat et rendait la présence du FBI superflue. Avec l'aide de chiens policiers, un rayon de 8 km autour de la maison a été fouillé, mais en vain. Le 11 avril 1984, un collectionneur de bouteilles a découvert une partie de crâne humain et une partie de mandibule au camp 18, près de Feather Falls, dans le comté voisin de Butte, à environ 8 km de Feather Falls, en Californie. Un médecin légiste a confirmé que les restes étaient ceux de Tina en juin 1984. Peu après l'annonce de la découverte, le bureau du shérif du comté de Butte a reçu un appel anonyme identifiant les restes comme étant ceux de Tina, mais l'appel n'a pas été documenté. Un enregistrement de l'appel a été retrouvé au fond d'un casier à pièces à conviction après 2013 par l'adjoint du shérif chargé de l'affaire. Événements ultérieurs. La maison où les meurtres ont été commis a été démolie en 2004. Selon un article publié en 2016 par le Sacramento Bee, Martin a quitté Keddie et s'est rendu à Reno, dans le Nevada, peu après les meurtres. Pendant son séjour, il a envoyé à Marilyn une lettre dans laquelle il évoquait les difficultés personnelles de leur mariage et concluait par la phrase suivante « J'ai payé le prix de ton amour et maintenant je l'ai acheté avec la vie de 4 personnes. » Lors d'une interview en 2016, M. Gamberg a déclaré que la lettre avait été négligée lors de l'enquête initiale et qu'elle n'avait jamais été admise comme preuve. Il a par la suite critiqué la qualité de l'enquête initiale, déclarant « Vous auriez pu prendre quelqu'un qui sortait tout juste de l'école. Vous auriez pu prendre quelqu'un fraîchement sorti de l'université et il aurait fait un meilleur travail. » Le conseiller, à qui Martin rendait régulièrement visite, a également prétendu avoir avoué les meurtres de Sue et de Tina, mais a affirmé que « je n'avais rien à voir avec les garçons ».
Il lui aurait dit que Tina avait été tuée pour éviter qu'elle ne l'identifie, car elle avait été témoin de toute l'affaire. Boubed, qui aurait eu des liens avec le crime organisé à Chicago, y est décédé en 1988. Le 24 mars 2016, un marteau correspondant à la description de celui que Martin prétendait avoir perdu a été retrouvé dans un étang local et a été pris comme pièce à conviction par l'enquêteur spécial du comté de Plumas, Mike Hemberg. Le shérif du comté de Plumas, Hagwood, qui avait 16 ans à l'époque des meurtres et connaissait la famille Sharp, a déclaré « L'endroit où ce marteau a été trouvé est... Il aurait été placé là intentionnellement. Il n'aurait pas été perdu accidentellement. » Gamberg a également déclaré que 6 suspects potentiels étaient interrogés à l'époque. En avril 2018, Gamberg a déclaré que l'ADN trouvé sur un morceau de ruban adhésif sur la scène de crime correspondait à l'ADN d'un suspect vivant connu.